Ok. Donc, bonjour à vous. Alors, on est reparti dans le game des cours pour licence deuxième année, cours de philosophie politique. On va repartir sur Louis Dumont. Alors oui, j'ai des petits papiers parce que il faut bien qu'on avance, donc je peux pas tout apprendre par cœur. Donc, euh, donc on va avancer, on va essayer. Après avoir parlé donc de Raymond Aron, un petit peu, maintenant on revient à Louis Dumont. Parce que Raymond Aron, c'était pour éclairer un concept, la méthodologie en l'occurrence. Maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans le dur, ok? Alors, rappelez-vous où on était arrivé la dernière fois. Le fameux paradoxe. Le fameux paradoxe, l'idéologie est si évidente qu'elle est invisible, qu'elle est inexprimée. Paradoxe intéressant. Paradoxe qui fait réfléchir. Il est vrai. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce paradoxe? C'est si évident que c'est invisible. Eh bien, on va voir ça. Petite citation pour se mettre en jambe, pour commencer. Enfin, petite citation, elle va être très très lourde. Préparez-vous. Les véritables variétés d'hommes que l'on peut distinguer à l'intérieur de l'espèce, ce sont des variétés sociales. La variété correspondant à la société des castes est caractérisée essentiellement par sa soumission à la hiérarchie comme valeur suprême, exactement à l'opposé de l'égalitarisme qui règne comme l'une de ces valeurs cardinales dans nos sociétés de type moderne. Ok, citation puissante, très très lourde, je vous avais prévenu. Plusieurs éléments à retenir et qu'on va déployer. Variété d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une variété d'hommes. À l'intérieur de l'espèce humaine, il y a des variétés d'hommes qui sont des variétés sociales. Et il y a aussi valeur suprême. On va voir ça petit à petit. Donc, variété d'hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que ton mode de vie est universel? Tu crois que l'égalité, tu crois que ton mode de vie est universel? Tu crois que l'égalité, nous sommes libres et égaux en droit, tu crois que ça c'est universel? Tu crois que c'est évident? Tu te trompes. C'est pas universel, c'est pas évident, en fait. Et aussi dans cette citation, on a la méthodologie de Louis Dumont. Trouver, comme il dit, la valeur suprême. La valeur suprême. La valeur suprême qui fonde un type de société. Donc, le présupposé, ça serait que chaque société a une valeur suprême. Ça, c'est intéressant. Chaque société a une valeur suprême à laquelle elle se soumet, ou plutôt qui va fonctionner comme un crible. À partir de cette valeur suprême, tout va être ordonné. Si c'est l'égalité, alors on va penser en fonction de l'égalité. Si c'est l'autorité, si c'est la hiérarchie, ou si c'est autre chose, alors on va penser en fonction de l'autorité, de la hiérarchie, ou autre chose. Si c'est un régime pyramidal, on va penser d'une certaine manière. Bon, bref, etc. Et quand je dis qu'on va tout penser en fonction de cette valeur suprême, ce sont aussi bien les institutions que la manière de diriger, que la façon dont le pouvoir ou l'économie sont organisés. Par exemple, si c'est l'égalité qui domine, alors le pouvoir va être pensé différemment que dans la monarchie. Ce n'est pas pareil. Si c'est l'égalité, c'est tout le monde est égal, bref, c'est le fait que tout le monde soit égal, je feinte. Et donc, c'est l'idée que tout le monde peut participer. Bon, évidemment, on le voit, c'est pas parfait, mais c'est l'intention. Alors que, par exemple, si ça va être la monarchie, bah, on peut s'en fiche que tout le monde participe. C'est pas la même idée. Bon, là, j'ai pris l'exemple d'une monarchie absolue. C'est pas pareil, peut-être, sûrement, dans la monarchie parlementaire. Mais vous avez compris l'idée. Si on pense égalité, qu'est-ce que ça va engager comme institution, comme action, comme mode de relation? Si on pense régime pyramidal, qu'est-ce que ça va engager comme type de relation, comme type d'action, comme type d'interaction, comme type d'institution? L'intention, donc, de Louis Dumont, c'est de passer au rayon X, une société, une culture, pour trouver sa valeur suprême.
pour aller dénicher ces briques élémentaires, ces présupposés les plus implicites. Qu'est-ce qui fait que cette culture ou cette société est comme ça et pas autrement? Vous voyez, on est dans cette tension entre contingence et nécessité. Qu'est-ce qui rend cette société nécessaire, tout en sachant que cette société n'est pas la seule possible. Pour entrer dans Homo hierarchicus, parce que c'est quand même ce qu'on veut faire, on veut taper dans le dur, eh bien on va voir 3 enjeux, on va voir que Homo hierarchicus va soulever 3 enjeux. Comprendre l'histoire contemporaine de l'Inde, voir comment ce qu'il nomme l'homme des castes apparaît à ce qu'il désigne comme l'homme de l'individu. Là j'ai mis mise en dialogue de l'homme des castes avec l'homme de l'individu, c'est-à-dire c'est pas encore la comparaison, mais c'est voir les présupposés qui apparaissent lorsque l'homme de l'individu parle de l'homme des castes. Puisque quand on parle d'une autre culture, on essaye de faire un pont, mais souvent, malheureusement, ce pont peut être rempli de préjugés. Et enfin, 3e point, on va voir ce que l'homme des castes peut nous apprendre sur l'homme de l'individu. Donc c'est faire un retour sur nous. D'abord on va aller là-bas, et on revient. La démarche de Louis Dumont, dans cette œuvre notamment, mais aussi dans l'ensemble de ses œuvres, Homo hierarchicus, Homo aequalis, essai sur l'individualisme, sa démarche, c'est qu'il n'y a pas d'homme en soi. La valeur que l'on donne aux hommes, dépend d'un certain système de référence. Évidemment, il y a des variétés d'hommes. Homme en soi, tu peux oublier. On est des individus? Non. Individu, c'est déjà un concept. Individu, c'est déjà préjugé. Oui, mais on est des individus. C'est déjà un concept. Tu es un être humain, ok. Même être humain, c'est un concept. Bon, bref, il y a des concepts partout, en fait. Mais voilà, c'est comprendre que quand on parle de nous, ok, où se trouve le présupposé? Où se trouve l'idéologie? C'est ça, l'enjeu. Un homme, dans une société de caste, n'a pas le même statut, n'a pas la même fonction, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes comportements qu'un homme dans une société individualiste. Ce qui fait dire à Louis Dumont, en effet, les idées ont des implications sur le plan de l'événement. Les idées ont une implication sur le plan de l'événement. C'est fort. Les idées ont une implication. Ça peut être le mot qu'on peut retenir aujourd'hui. Les idées ont une implication. Vous voyez? C'est ça qu'on essaye de voir avec Louis Dumont, c'est que l'idée même qu'on aura de soi, des hommes, change selon la culture et le système idéologique. Être un homme, être une femme, être un enfant, ici ou là, ça n'a pas la même valeur. Vivre en tant qu'humain change suivant l'espace-temps dans lequel on vit. Ainsi, la méthode de Louis Dumont est en 2 temps. Premièrement, se défaire de notre paradigme pour mieux pénétrer le paradigme indien. Et deuxièmement, à partir du paradigme indien, on va dégager un caractère essentiel qui permet d'avoir un regard nouveau sur notre propre paradigme. Donc, on se défait de nous, on va là-bas. À partir de là-bas, on essaye de trouver un outil conceptuel, et bam, on revient chez nous pour mettre en application cet outil. C'est ce qu'on a vu, c'est on va là-bas, on revient. Donc, on peut se poser la question, avec Louis Dumont, comment la société indienne de caste s'organise-t-elle? La problématique de Homo hierarchicus, une des problématiques qu'on peut donner très simplement. Dans quelle mesure la hiérarchie organise-t-elle les rapports entre les castes? Autrement dit, quelle est la pierre de touche du système de caste? Bon, le suspense n'est pas énorme, vous connaissez la réponse, c'est la hiérarchie. La hiérarchie. Ok. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, on peut atteindre notre première partie. Parce que là, c'était encore que l'échauffement. Donc, on peut se mettre bien, on est parti. Donc, première partie, la caste, que j'ai intitulée « Un faux départ ». Et oui, pourquoi faux départ? Le point de départ de Louis Dumont, donc il va partir du mot « caste ». Si on ouvre le bouquin Homo hierarchicus, il commence par « c'est quoi une caste ?» Et il se trouve que
souvent, on fait émerger la hiérarchie d'une tentative de systématiser les relations entre les castes. Bon, remarquez bien ce que je viens de dire. Souvent, on fait émerger la hiérarchie. D'abord des castes, ensuite hiérarchie. Et c'est aussi la spécificité, autant pour moi, du sociologue, dans une société, partir des relations, puis essayer de les systématiser. Pourquoi de telles relations dans telle société? Donc le point de départ de Louis Dumont, c'est pas tant son point de vue, en fait, qu'une recension qu'il fait des études contemporaines qui existent alors, dans les années 60. Et ces études des années 60 posent problème à Louis Dumont. Voilà. C'est là qu'on y arrive. Pourquoi elles posent problème? Parce que elles insistent sur les distinctions. Rappelez-vous cette phrase, si tu veux le pont, si tu cherches le pont, tu vas trouver le pont. Si tu cherches la séparation, tu vas trouver la séparation. C'est exactement ça. Le problème de ces études avec Louis Dumont, que Louis Dumont pointe, le problème c'est que elles insistent sur les distinctions. D'abord, elles constatent séparation, division entre les castes. D'abord, constate séparation. Et ensuite, elles mentionnent, oui, en effet, il y aurait ce système de hiérarchie qui va tout organiser, qui va tout coordonner. Comme quoi, la hiérarchie serait le ciment, serait la jonction, permettant à chaque sphère de tenir les unes avec les autres. Mais, il y a un problème pour Louis Dumont. Sûrement, vous le sentez venir. Le problème, c'est comment faire émerger le tout des parties. Comment faire émerger le tout des éléments. Comment faire émerger l'émergence, mot-clé. Est-il possible que la hiérarchie soit a fortiori, comme après coup? Finalement, la hiérarchie, est-ce que ce serait juste la colle, la glu sociale? Mais c'est tout. Louis Dumont est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, il manque quelque chose. Leur système, à ces sociologues, n'est pas solide. Et surtout, problème qu'on a vu, l'ethnocentrisme, le sociocentrisme. Louis Dumont pointe du doigt le sociocentrisme. C'est-à-dire, on part des castes déjà faites. Comme si c'était un tout cohérent, pour ensuite on essaye de les faire tenir ensemble. Vous voyez, un puzzle. On a d'abord les pièces, elles sont là, et ensuite on fait le puzzle. On a d'abord les castes, et ensuite on les met ensemble. Et ça picote. Pourquoi ça picote? Pourquoi Louis Dumont nous dit ça picote? Parce que le sociocentrisme, en fait, règne, c'est-à-dire, dans nos sociétés, on a tendance à voir les individus d'abord séparés. État de nature. On voit les individus d'abord séparés. Et ensuite, on les met ensemble, ça donne la société. Donc l'État, dans une certaine vision des sociétés, de la philosophie contractualiste, l'État, c'est la glu, c'est la colle entre les individus qui sont séparés. Donc, partir des éléments pour trouver le tout, c'est une prémisse, un présupposé individualiste. Voilà, c'est ça. Quand on disait, on essaye de aller chez les autres en enlevant nos préjugés. Et là, Louis Dumont nous dit, ce préjugé-là, de partir des éléments pour trouver le tout, c'est pas bon. C'est un préjugé sociocentrique. C'est un préjugé individualiste. Parce que on part du principe que c'est comme chez nous. Ah oui, chez nous on a des classes sociales. Chez nous on a de la stratification sociale. Là-bas il y a des castes. Et ensuite on essaye de faire tenir ensemble. Alors que l'originalité de Louis Dumont, oui, l'originalité c'est de partir de l'ensemble. Et ensuite on remarque que dans cet ensemble, il y a des castes. Oh, surprise, découverte. Non pas, oh, il y a des castes. Mince, comment ça se fait qu'elles sont ensemble? Mais, oh, il y a un ensemble. Ok, il y a un ensemble. Et il y a des castes dedans. Vous voyez la différence? Il y a une différence. Mettez dans les commentaires si vous voyez la différence. C'est-à-dire,
Bon, ben voilà, tout simplement. C'est pas d'abord des castes, mais elles sont ensemble. Oui, mais on verra le lien après. Non, c'est pas ça. C'est d'abord, ok, il y a un tout. Il y a un tout. Partir du tout pour trouver du particulier. Presque comme si on pouvait découvrir qu'il y a des castes. On part pas du présupposé qu'il y a des castes. On découvre. Oh, il y a le tout là. Oh, si je m'approche, si je zoome, je vois des castes. Mais d'abord, je vois le tout. Parce que c'est presque comme avoir un regard niais, un regard neuf, pour voir comme pour la première fois. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans une société, hein, faites-vous la remarque, quand on arrive dans une société, on voit pas d'abord les castes, on voit pas d'abord même des classes sociales, on voit pas d'abord des individus, non. On voit une société. On arrive dans une société, on voit l'ensemble, on voit le tout, on voit la société. On voit d'abord des relations. Et ensuite, on essaye de les catégoriser, de les ordonner, de les comprendre, de les analyser. Analyser, c'est-à-dire je les sépare, je les découpe, je zoome. D'abord, je vois les relations. D'abord, je vois les relations. Ensuite, j'analyse, je découpe, je vois des éléments. Est-ce que je vois d'abord des éléments? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que quand j'arrive dans une société, je vois d'abord des éléments? Certes, je vois des individus. Vous me direz, oui, mais tu vois des individus. Donc des éléments. Moi, je te dis, non. T'arrives dans une société, tu vois pas un individu. Tu vois des individus. Donc, tu vois un tout. Tu vois un ensemble. Tu vois une foule. Tu vois des relations. Un individu qui dit bonjour à quelqu'un. Un individu qui s'ignore. Ah. Bref, tu vois des relations inter-individuelles. Et ensuite, t'essayes d'analyser. Imaginons un extraterrestre qui va arriver dans notre société. Est-ce qu'il va d'abord dire ah oui, il y a des classes sociales, il y a des classes aisées, il y a des classes moyennes, il y a des gouvernants, il y a des gouvernés. Non, tout ça c'est déjà des présupposés. Tout ça c'est déjà des étiquettes. Un extraterrestre quand il arrive, il dit OK, je vois un tout. Je vois des individus, je vois des individus. Je vois des relations. Ça a discuté. Mais voilà en tout cas le premier avertissement, le premier enseignement de Louis Dumont, la première salve de Louis Dumont. Attention au sociocentrisme. Donc, revenons sur le mot même de caste. Je reprends ce qu'en dit Louis Dumont au début de Homo hierarchicus. Du latin castus. Non pas cactus, mais castus. Castus. Bref. Qui a donné aussi le mot chaste. Donc, caste, à l'origine, ça veut dire ce qui est pur, ce qui est non mélangé. Et casta, mot espagnol ou portugais, mais en tout cas qui a été importé par les Portugais en Inde à partir du XVe siècle, caste a même été synonyme de race au XVIe siècle. Donc, vous voyez que caste, c'est un mot très lourd. C'est un mot qui contient un présupposé très fort quand même. Caste, pureté. Ok. Donc déjà, si on commence par parler de pureté, comment tu veux voir le mélange? Si tu commences par la pureté, comment tu veux voir le mélange? Voilà l'enjeu. De même, individu. Individu, ce qui n'est pas divisible. C'est un tout. Ah, un individu est complet. Bah, c'est déjà un présupposé. Le problème, donc, de commencer par la caste, et le risque surtout, c'est de la prendre pour une entité en soi. Et de la confondre avec deux concepts. C'est là le sociocentrisme. C'est de confondre avec classe sociale et avec stratification sociale. Car la stratification sociale a certes le mérite d'insister sur les différences de rang, mais elle bloque toute intelligence de la hiérarchie. Parce que la stratification, métaphore géologique, implique une rigidité du système. Il y a stratification, il y a des strates établies. Et s'il y a modification, c'est un séisme. Voilà, métaphore géologique. Très important. Tandis que la hiérarchie insiste sur la considération des valeurs.
et leurs interactions. Vous voyez, d'un côté, on a stratification sociale, métaphore géologique qui bloque, qui fige, alors que de l'autre, hiérarchie, bam, interrelation directe. Direct. Et donc l'importance de cette notion de hiérarchie, en 2 points, l'importance de cette notion de hiérarchie en 2 points, à la fois négatif et positif. Négatif, ce qui est tu, ce qui est silencieux, ce qui est invisible, ce qui est impalpable, est aussi important que ce qui est mis en avant au sein d'une société. Positif, dénouer les relations entre les différentes sphères. Entre les différentes sphères. Trouver ce nœud entre les relations sociales, ce nœud qui est spécifique à chaque société. Donc, on a négatif, positif. On a négatif, insiste sur ce qui est invisible. Positif, on met en avant les interactions. Comme, rappelez-vous, je sais que vous vous en rappelez parfaitement, il y avait de la lumière. On est d'accord. Rappelez-vous Kant. Kant, utilité de la critique, négatif et positif. Utilité de la hiérarchie, négatif, positif. Toujours dualité. En philosophie, on aime bien 3 parties, mais on aime bien la dualité, la tension. Ou bien le dialogue, le couple, la dialectique. Bref, je m'éloigne. Donc, voilà pour la première partie sur les castes. On a vu cette idée de attention, si on part des éléments, comment on atteint le tout. Maintenant, il y a un truc que j'ai pas dit. Ta-na-na. Si, c'est bon. On est là. Maintenant, parlons de la hiérarchie plus spécifiquement. Parlons de la hiérarchie. Partie dans laquelle on va voir l'intérêt de la hiérarchie, intérêt de partir de l'idéologie globale qui donne sens à la société dans ses divers éléments. Voilà pour les enjeux. Et on l'a vu, limite de la caste, c'est le problème de partir des éléments pour ensuite envisager le tout. C'est-à-dire, 1. On met l'accent sur les différences et les discontinuités. On définit les castes d'abord de manière négative. Distinction du travail. Chaque caste a un travail, a une tâche particulière. Endogamie. Endogamie, ça veut dire le fait de se marier que dans des castes. Bref, en somme, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mélange. Donc négatif. Il n'y a pas de mélange. Deuxièmement, on a un problème pour saisir au plus près les interactions. Et ce qui relèvera d'une interdépendance. Si on commence par voir les castes comme un tout qui se suffit à lui-même, on a du problème à voir les liens. Si la caste se suffit à elle-même, comment la société peut aussi se suffire à elle-même? C'est soit la caste, soit la société. Bon sujet de réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Si l'individu se suffit à lui-même, est-ce que la société se suffit à elle-même? Et si la caste se suffit à elle-même, est-ce que la société se suffit à elle-même? Est-ce que les deux ne sont pas en tension? Et j'ai fait un bon lapsus en commençant par parler des individus, parce que là c'est Louis Dumont qui parle de la caste. Problème lorsqu'on part de la caste comme une entité, on a du problème à atteindre la société. Et ben c'est pareil, vous le sentez venir, ça va être pareil pour les individus. Si on a un problème si on commence à voir les individus comme des entités complets. Mais comment on peut penser la société? La société, l'État, vient après. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Bam, la question se pose. Alors, si on commence direct par la société, si on commence direct par la hiérarchie, si on commence direct par la politique, il n'y a pas de question de est-ce qu'on en a besoin, c'est direct. Évidemment, il y a 2 écueils à éviter. Ça veut dire, on part des individus et on a du mal à penser le tout. Et l'autre écueil, c'est partir du tout et avoir du mal à penser les individus. Il y a 2 écueils, bien sûr, à nuancer, à trouver l'équilibre. Et c'est peut-être ça tout l'enjeu de la philosophie politique, finalement. Trouver l'équilibre entre ces éléments les plus
les briques les plus élémentaires, est-ce que ça va être les individus? Est-ce que ça va être, je sais pas, n'importe quoi? C'est quoi ces éléments ces élémentaires? C'est quoi ces éléments les plus élémentaires? Ces atomes, individus, atomes, c'est synonyme. Il y en a un c'est en grec, il y en a un c'est en latin. Il y en a un c'est pour la science, la nature, les atomes dans la nature. Il y en a un c'est pour la philosophie politique, les individus. Atomes, la nature. Individu, la société. Mais ce sont synonymes. Bref. Voilà. Petite réflexion. À méditer en ces périodes de confinement. C'est pas pour autant qu'on ne réfléchit pas si on est en confinement. Soyons fins. Faudrait pas appeler un confinement, intelligent finement. Bref. Non pas confinement, non pas quarantaine, mais retraite spirituelle. Dites-moi si vous êtes d'accord. Alors, donc problème si on part de la caste. Et dès qu'on aborde la société, on voit que les castes ont des manières de se composer ensemble. Donc, voilà l'enjeu. La société, si on veut penser la société, peut-être que ça suppose de voir le concert des castes entre elles. Concert, mot très important. Comme dans un orchestre. Il n'y a pas la caste des vents d'un côté, la caste des percussions de l'autre, la caste des cordes, patati patata. Non. Il y a un ensemble. C'est un orchestre symphonique. Comme son nom l'indique, symphonique. Ensemble. C'est pas un orchestre castophonique. Cacophonique. C'est pas un orchestre cacophonique, c'est un orchestre symphonique. On est ensemble. On est ensemble. Et donc, dans un orchestre symphonique, il y a, certes, une hiérarchie. Premier violon, deuxième violon, etc. Mais, tout ça vibre ensemble et ça crée un morceau. Citation. Plus on met l'accent sur l'aspect idéologique, et plus il est difficile d'isoler un domaine spécial à l'intérieur de la société des castes tout entière. Citation extraordinaire. Vous voyez ? Plus on s'approche de l'idéologie, plus il est difficile d'isoler un élément en particulier. Plus on est dans l'idéologie de la société elle-même, pas dans notre idéologie, mais plus on est dans l'idéologie de la société qu'on est en train de regarder, plus il est difficile de séparer des éléments. Si on prend l'individualisme, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, en Tsum Tsum, c'est que si on prend l'individualisme, on est dans l'idéologie, mais plus on est dans l'idéologie, plus on se rend compte que finalement c'est une certaine conception politique qui est liée à cela, liée à l'individualisme. Donc si on dit oui, mais individualisme, anarchisme, on n'a pas besoin de l'État, machin, attends. Individualisme, en fait, c'est une certaine conception de l'État. Plus on met l'accent sur l'aspect idéologique, plus il est difficile d'isoler. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment ce mouvement dialectique. Le tout donne sens au parti. Le tout donne sens au parti. Émergence plutôt que réductionnisme. Pourquoi ? On a parlé d'idéologie. Rappelez-vous ce mot qui définit la philosophie de Louis Dumont. Le hashtag incroyable qui caractérise la philosophie de Louis Dumont. Idéologie, c'est un système intellectuel, c'est un ensemble plus ou moins social d'idées et de valeurs. Rappelez-vous ce mot idée-valeur. Méthodologiquement, centrale par rapport à l'ensemble de la réalité sociale. Mais, elle n'est pas toute la réalité sociale. Excellent. Mettre des nuances. Peut-être que c'est là le rôle du philosophe. Mettre des nuances partout. Ou le rôle du chercheur. Que ce soit en sciences, que ce soit en histoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'historiens parmi vous. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Le scientifique, le professionnel dans n'importe quel domaine, il va mettre des nuances. L'amateur, celui qui connaît pas, il va dire oui, mais la philo c'est comme ça. Il va donner des généralités. Un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, il va lui dire non. Il y a des nuances. Donc,
idéologie centrale par rapport à l'ensemble de la réalité, c'est central, mais ce n'est pas le tout de la réalité. L'enjeu pour Louis Dumont, c'est donc de réussir à faire la part entre ce qui relève de l'idéologie et les aspects non idéologiques. C'est ce qu'on avait vu avec Raymond Aron aussi. Raymond Aron, l'enjeu c'était de, ok, si tant est qu'il y ait des présupposés en sociologie, peut-être que le sociologue, s'il veut être le plus rigoureux possible, il doit essayer de reconnaître ses propres préjugés. C'est ce que dit Louis Dumont là aussi. Faire la part entre ce qui relève de l'idéologie et les aspects non idéologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie, c'est une manière d'entrer dans la société. C'est une manière d'entrer dans l'étude d'une société, mais il ne faut pas prendre l'idéologie pour toute la réalité. Il ne faut pas que cette idéologie occulte toutes les variations, toutes les nuances que l'étude pourra révéler. L'idéologie, c'est une porte d'entrée, mais ce n'est pas l'ensemble de la maison. C'est un seuil, c'est une grille de lecture, une paire de lunettes, mais il y a peut-être des éléments qui ne seront pas réductibles à cette idéologie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les castes, bien davantage qu'un groupe, ça serait un état d'esprit. Et il continue, un état d'esprit qui se traduit par l'émergence dans diverses situations de groupes de divers ordres, auxquels on donne généralement le nom de caste. Donc, citation très importante parce que finalement, le fait que se constitue ce qu'on appelle des castes, c'est le résultat. C'est la conséquence de processus en amont. En fait, la caste, c'est la cristallisation. C'est la manifestation de quoi? Eh ben, c'est là justement tout l'enjeu. De quoi la caste est-elle le nom? D'une idéologie, d'un état d'esprit. En réalité, ce n'est pas tant, c'est là où il y a la nuance. Quand on parle d'idéologie, c'est pas tant de l'inconscient, ou alors peut-être ce serait de l'inconscient collectif en quelque sorte, mais c'est pas tant de l'inconscient individuel. Certes, on a vu que ça influence nos comportements. Mais là, il s'agit de comprendre la différence entre émergence et réductionnisme. Quand on dit que la hiérarchie ou que toute valeur suprême, la valeur suprême, elle émerge des relations, ça veut dire que c'est pas tant inconscient au sens où ça va déterminer un individu. Même si Louis Dumont rapproche l'idéologie de motifs conscients. Il appelle ça des motifs conscients, c'est-à-dire ce pourquoi les individus agissent consciemment. Vous voyez, donc il y a vraiment, au niveau individuel, c'est difficile à définir. Parce que, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? C'est-à-dire les individus vont agir pour ces valeurs et ils en ont conscience. Donc c'est pour ça que c'est pas tant inconscient. Puisque les individus, ils ont conscience d'appartenir à des castes. Et donc ils ont conscience qu'ils ont le droit, qu'ils n'ont pas le droit de faire telle ou telle chose, qu'ils ont l'obligation ou l'interdiction de faire telle ou telle chose. De même nous, avec cette idéologie d'individualisme, on a conscience, on a des droits et des devoirs. Donc on a conscience qu'on a des droits et des devoirs, on a conscience qu'on a des obligations, on a de respecter le gouvernement, on a de respecter le confinement, on dit ah oui je respecte l'autorité, on a conscience en même temps qu'on a des libertés, on a conscience qu'on agit pour la liberté. Donc les gilets jaunes, pourquoi ils ont fait la révolution? Je m'emporte. Pourquoi ils ont fait les manifestations déjà? Révolution c'est après. Parce qu'ils avaient conscience de se battre pour une idée valeur, pour un présupposé, pour une idéologie, voilà. Ils avaient conscience de se battre pour une idéologie. Donc, vous voyez, l'idéologie c'est pas tant inconscient, mais c'est plutôt quelque chose qui se manifeste dans des relations entre les individus. Non pas tant, faut pas voir l'idée. En fait, ce que nous dit Louis Dumont là, c'est très important. C'est-à-dire, quand on essaye de chercher une idéologie, une valeur suprême, il faut pas chercher un individu. Peut-être même si on l'interviewe,
cet individu va pas en avoir conscience, tellement c'est évident pour lui. Mais, quand on est chercheur, quand on essaye d'observer un peu notre société, ou n'importe quelle société, comme dirait Nietzsche, si on est intempestif, c'est-à-dire intemporel, eh ben, on observe ce qui se manifeste au travers des relations entre les individus. Voilà. Ça, c'est subtil. Là, on est dans, je pense, le cœur de Louis Dumont. C'est-à-dire, non pas un individu, mais ce qui émerge dans les relations entre les individus. Et ça, c'est vraiment ça, ce point, je pense, le cœur de Louis Dumont, avec la comparaison radicale, avec tous les concepts qu'on a vus depuis le début. C'est-à-dire, ça fait que 3 vidéos. En réalité, c'est pour ça qu'on n'avance pas très vite. Mais, c'est ça qu'on a vu avec Louis Dumont, c'est ça qu'on a vu avec Louis Dumont, c'est le cœur, c'est ça, c'est l'émergence, versus le réductionnisme. Petite dédicace à Monsieur Chevalier d'ailleurs, parce que quand j'étais en licence 3, je crois, c'est lui qui m'avait appris cette distinction entre émergence et réductionnisme. C'est-à-dire, c'est comme pour la pensée. Ça, c'est une vraie question que je me pose souvent et qui est fondamentale pour penser la relation entre les choses, en fait. Réductionnisme ou émergence? Pour la pensée. 2 neurones qui sont ensemble, c'est de l'électricité? Ça, c'est du réductionnisme? Ou c'est quelque chose de plus? Est-ce que la pensée, c'est que de l'électricité? Des neurotransmetteurs, des hormones? Les émotions, est-ce que ce sont que des hormones? Alors là, on est réductionnisme. On réduit le tout à ses parties. Les éléments égalent le tout. 1 plus 1 égale 2. Émergence, c'est que dans l'interaction... Bref, vous avez compris? Dans l'interaction, émerge quelque chose de plus. Comme disait le grand philosophe Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 11. C'est ça l'émergence. Ça, on rigole de Jean-Claude Van Damme, mais il dit des choses... Il a du mal à s'exprimer. Mais ce qu'il dit, c'est vachement intelligent. Je l'ai réécouté la dernière fois. Je me suis fait une petite leçon philosophe Jean-Claude Van Damme. Bref. Vous voyez, c'est ça l'émergence ou la réduction. Le réductionnisme. Est-ce que du jaune et du bleu, ça va faire du jaune et du bleu? Ou ça va faire quelque chose de nouveau, ça va faire du vert? Est-ce que 2 individus ensemble, ça va juste faire l'amour? Ou ça va faire un enfant? Ça, c'est de l'émergence. L'enfant, certes, est-ce que c'est que du spermatozoïde et de l'ovule? Ou c'est quelque chose de plus? Est-ce que le corps, c'est juste un ensemble de cellules, de bactéries, de champignons, de virus? Ou c'est quelque chose de plus? Tout ça, c'est, voilà. Réductionnisme, c'est que des cellules. Émergence, c'est quelque chose de plus. Voilà. Et donc, la caste, c'est quand même ça notre point de départ. On peut aller très loin avec ça. Mais c'est ça notre point de départ, la caste. Je vérifie que... Ok, ça enregistre toujours. La caste, c'est la cristallisation. C'est ce qui rend manifeste un type de relation. Tout l'enjeu va être de questionner ces relations, de décrire et d'essayer de comprendre. Donc voilà le point de départ. C'est donc de partir des relations, et non pas de la caste. On commence par la hiérarchie. Certes, Louis Dumont va parler du sacré, mais on va commencer par la hiérarchie, c'est-à-dire une manière d'ordonner certains comportements, certaines valeurs, à partir d'un principe premier. Et ce qu'on remarque, c'est que ce qui était premier, avec le sociocentrisme, lorsqu'on part de la caste, ce qui était premier, le mariage, l'endogamie, la division du travail, la division des tâches, le fait que les groupes ne se mélangent pas, etc. Et à la fin, il y avait la hiérarchie. Là, si on commence par la hiérarchie, l'endogamie, la division du travail, la division des tâches, etc., etc., ce sont des implications et des concomitants du système. Mot très important. Vous voyez, il y a autant de synonymes depuis le début du semestre, on a vu plein de synonymes. On a vu prémisse, implicite, on a vu prémisse,
on a vu présupposé, on a vu hypothèse, on a vu implicite, on a vu implication, on a vu valeur suprême, on a vu idéologie, on a vu concomitant du système. C'est nouveau synonyme. Concomitant du système. Vous voyez, ça vous fait plein de synonymes. Vous avez de quoi jouer avec ça. Voir vraiment les concepts en philo comme des balles de jonglage. Et on s'amuse avec. On kiffe. L'important, c'est de kiffer. Est-ce que vous kiffez? Posez-vous cette question. Bon, peut-être pas là, après 40 minutes de vidéo. Mais je veux dire, la philo. Est-ce que vous kiffez la philo? Je n'en doute pas. Je vous sens vibrer d'ici. Vous kiffez la philo. Oh oui, je kiffe. C'est la hiérarchie qui commande la séparation. Il y a un aspect structural de la caste. C'est un ensemble qui se décrit par l'inventaire des relations. Inventaire des relations. On peut pas réduire la société à une relation. C'est un ensemble de relations. Ouh! Ma feuille, elle a relationné aussi. Ma main a fait une relation avec la feuille. Donc, la caste, ou tout élément, brique élémentaire, ce ne sont pas des éléments qu'on va pouvoir abstraire et opposer. Mais chaque élément se révèle au sein des autres éléments. Et ça, c'est beau. On est ensemble. C'est fini pour aujourd'hui. Hein? On a vu pas mal de choses. La caste, la hiérarchie, on a bien avancé. Parce que la prochaine fois, on va parler du principe à la base de la hiérarchie indienne. C'est-à-dire l'opposition du pur et de l'impur. Ça va être du très très lourd aussi. On verra la ségrégation des intouchables, la différence entre statut et pouvoir. Ça, c'est fascinant aussi. Et Pierre Clastre en parle aussi, la différence entre statut et pouvoir. Donc on va parler de ça. Enfin, je vais voir. Si on fait on va voir si on fait des vidéos de 40 minutes. Et là, on aura donc une vue d'ensemble sur Homo hierarchicus, et on pourra passer à essai sur l'individualisme. Donc en fait, non, on avance bien. Mois d'avril, début avril, mi-avril, début avril, on finit Louis Dumont. Tranquille. On est bien. Donc, dites-moi si ce format, ça vous va. 40 minutes. De toute façon, vous pouvez mettre des pauses, hein, c'est YouTube. Hein. Vous pouvez mettre des pauses, vous pouvez mettre en accéléré, en 1x5, ou en x2 si vous êtes très très chaud. Mais bon, je sais pas si on avance assez suffisamment vite. Je me demande si au bout d'un moment je vais pas faire des petits lives de 1 heure, 2 heures, mais pour faire un cours vraiment. Voilà. Portez-vous bien. Namasté, et à bientôt.